Ce recueil de nouvelles rassemble des nouvelles écrites dans des moments différents. Il y a des nouvelles qui avaient été écrites pour des revues ou pour des spectacles que j'ai retravaillé. Il y a même 2 nouvelles qui sont un ancien roman qui n'existe plus depuis longtemps, coupé en 2 et complètement recomposé. Et puis bien sûr des nouvelles. Sachant que ce qui les rassemble, c'est le thème de la famille, et en particulier des familles dysfonctionnelles. J'ai rassemblé des nouvelles pour que ça fasse un tout, mais j'ai aussi ajouté des nouvelles pour opérer ce rassemblement, comme pour les lier. Et je ne sais pas si j'ai un plaisir du texte court, en tout cas c'est quelque chose que j'avais exploré dans le premier recueil, Renard à main nue, mais aussi et surtout dans le recueil de fragments qui s'appelle Nous en nous et qui ressort en poche. Je ne sais pas si je parlerai de plaisir, c'est presque plutôt du contentement parce qu'on a quelque chose qui est abouti assez vite. Et comme en ce moment je suis dans un roman très long, très fastidieux, peut-être que ça m'a soulagée de retourner aux nouvelles pour au moins me perdre dans des sortes d'élucubrations, parce que j'ai une tendance à me perdre moi et à faire des digressions. J'ai une tendance à la digression. Et les nouvelles m'obligent à me tenir un peu, à être plus rigoureuse. Toutes les nouvelles sont à la première personne. Tous mes livres sont à la première personne, sauf un qui est Serez-vous des nôtres. C'est chaque fois le point de vue à la première personne. Ou, ah oui, une exception, Serez-vous des nôtres, 3e personne, et une autre exception, première personne du pluriel, dans nos nous, qui sont des nous justement. Sinon c'est toujours première personne du singulier, par contre c'est des points de vue différents, avec des genres différents, des âges différents, et pour ce recueil-là, des places dans la famille différentes. Le père, la mère, le fils, la fille, la nièce, le neveu, le petit-fils, etc. J'ai essayé de me mettre à toutes les places. Moi j'ai déjà des places différentes, mais je ne suis évidemment pas le frère de quelqu'un par exemple. Donc j'ai essayé de prendre ces points de vue différents et pour faire comme une espèce de kaléidoscope, ou enfin essayer de voir la famille dans son ensemble, sachant que je dis que c'est le thème de la famille qui relie toutes ces nouvelles, mais finalement, si on regarde attentivement, tous mes livres réfléchissent sur ce thème de la famille, mais de façon plus indirecte peut-être. Et là, je me suis dit, bon, c'est ton problème, la famille, vas-y, explore ça jusqu'au bout. Et du coup, je me suis mis le nez dedans. Voilà. Et certaines nouvelles sont des fictions, d'autres peut-être plus autobiographiques ou de l'autofiction, on va dire. Il y a quelques nouvelles, c'est le cas par exemple de En cheveux, qui sont pratiquement de la non-fiction. Justement, En cheveux raconte une histoire familiale en Italie dans les années 20, 30, 40, qui a réellement eu lieu. Je n'ai changé que le nom. J'ai fait beaucoup d'enquêtes pour ce livre. J'ai enquêté à partir de cette histoire de châle, savoir ce qui s'était passé. Et c'est pratiquement, je ne sais pas si on peut appeler ça de la non-fiction, en tout cas, j'ai très peu inventé. Même si moi je me suis projetée dedans. Et je crois, mais j'avais déjà vu ça avec mes romans, c'est pas forcément dans les nouvelles d'apparence autobiographique où je suis le plus, où je m'investis le plus. Quand c'est pas moi, j'ai tendance à me projeter facilement et à mettre toutes mes émotions dedans. Plus facilement. J'ai appris hier, je crois, je sais plus, dans la bouche de ma fille, le terme de spin-off. Je crois que c'est ça qu'on dit. Pour quelque chose qui serait en plus de la série ou du film. Comme un nouveau personnage, ou un personnage qui n'a pas vraiment d'importance, qui serait retravaillé. Dans Les adolescents troglodytes, il y avait un homme un peu pas tranquille qui se tenait au bord d'une route. Je l'avais repris du livre pour en faire une nouvelle dans Un renard à main nue, qui était
le débile et le génie. Là, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'il y a des personnages que je reprends et que je retravaille, qui m'ont paru négligés peut-être dans un roman et que je retravaille dans une nouvelle. C'est pas la première fois que je fais ça. Dans Le Clown du lac, j'ai introduit un personnage d'un grand-père qui est en fait quelqu'un que je connais mais qui n'est pas du tout dans ma famille et que je l'avais laissé de côté dans Soif-Riverain, où j'explore ce lac. Et donc là j'ai cherché j'en avais parlé très brièvement, donc là j'ai cherché à l'inclure dans une histoire pour lui donner beaucoup plus de place. Et j'aime bien faire ça parce que c'est vrai que quand j'écris des romans, surtout en ce moment, enfin depuis une petite dizaine d'années, au moins 5 ans en tout cas, j'écris des romans longs et je suis obligée en plus de couper pour pas qu'ils soient vraiment trop longs. Et je suis toujours frustrée de ce que je dois enlever, alors je me dis bon ben ça je vais en faire autre chose. C'est beaucoup de chutier que je réutilise. Le chutier, rien ne se perd. Voilà. Donc il y a des éléments comme ça qui viennent d'autres livres, oui. Et il y a des éléments de ma biographie qui sont utilisés pour autre chose, pour d'autres histoires, qui m'appartiennent et que je donne à d'autres. Et inversement, je m'approprie des choses qui ne font pas partie de ma propre famille. J'arrive pas à écrire autrement que à la première personne. Si je l'avais fait pour Saurez-vous des notes, c'était parce que la construction du livre m'obligeait à avoir du recul et à avoir un point de vue un peu total, comme ça, que je ne pouvais pas avoir avec la première personne. Mais moi, j'ai besoin de me projeter dans mes personnages. J'ai besoin d'être mes personnages. Donc, c'est, je pense, une faiblesse de ma part, un biais, je ne sais pas. Je n'arrive pas à écrire autrement pour le moment. Quand j'en ai strictement besoin, je fais l'effort, mais ça me paraît détaché. Je mélange l'écrivain que je suis, l'autrice que je suis et les personnages que je décris. J'ai besoin pour l'instant que ce soit une seule et même personne. Et tant pis si je deviens un homme d'il y a 400 ans, je dis n'importe quoi. Tant pis, voilà, tant mieux. Je ne m'interdis pas d'écrire des choses violentes et terribles, je ne m'interdis pas non plus d'écrire des choses apaisées dans ce recueil. Alors qu'avant, je n'étais pas beaucoup dans l'apaisement. Non, je ne m'interdis pas. Et c'est vrai que les mères sont souvent très dysfonctionnelles et odieuses. C'est peut-être un garde-fou pour moi, pour ne pas devenir comme ça. Je ne sais pas. Mais ça m'intéresse beaucoup, la toute-puissance maternelle et la violence des femmes, qui est souvent d'ailleurs invisibilisée ou excusée par qu'elles seraient victimes ou machin, ou je ne sais quoi. Moi, je leur redonne leur place à la violence des femmes. Je leur redonne la possibilité d'être violentes. Je ne suis pas sûre que les hommes soient mieux considérés. C'est juste qu'ils sont plus en retrait, je pense. J'essaie parfois de leur donner une place, mais j'ai toujours quelques difficultés. C'est souvent plus en retrait, je crois. Contente que nous soit republié, parce que c'est un livre important, différent de ce que j'ai écrit, et qui est toujours lu, qui vit sa petite vie, et c'est bien qu'il puisse être édité en poche, et peut-être circuler plus facilement, être voilà, moins cher. Je suis contente qu'il existe à nouveau sous un autre format. Ni de lait ni de laine fait référence... Ouais, mais je spoil alors. Ni de lait ni de laine fait référence à la dernière nouvelle, où la narratrice explique qu'elle fait un métier ni de lait ni de laine, sachant que dans sa famille, tout le monde travaille pour le lait pour Roquefort, en élevant des brebis, sauf sa tante préférée, qui elle est tricoteuse à domicile. Et donc elle travaille la laine.
et qu'elle est un peu moins bien considérée parce qu'elle ne se coltine pas la terre et les salissures. Elle fait un travail confortable à l'intérieur, avec de la laine des brebis qui servent aussi pour le lait. Et moi, enfin en tout cas la narratrice, puisque c'est moi aussi, donc cette narratrice ne fait un travail ni de lait ni de laine, c'est encore pire, puisque elle, qu'est-ce qu'elle fait à la machine? C'est écrire. Donc c'est vraiment le travail de la grosse feignasse, quoi, de la famille. C'est ça que j'ai voulu dire. Je vais lire la nouvelle qui s'appelle À trottinette et qui est extrait du recueil de nouvelles qui s'appelle Ni de lait ni de laine, qui vient de sortir chez POL. À trottinette. Il y a des années, une semaine où mon fils était chez son père, il m'a appelé, paniqué, alors que j'étais en voyage à des centaines de kilomètres. Il venait de tomber à trottinette en revenant du collège, puis était rentré chez son père, mais il n'y avait personne, ni son père, ni sa belle-mère, et m'expliquait-il en pleurant, son nez pissait le sang. J'ai réussi à le calmer, je lui ai demandé de se regarder dans un miroir. Il m'a répondu « D'accord, mais tu restes avec moi ». En se voyant, il a hurlé, alors je lui ai demandé s'il savait où était le médecin de son père, s'il était loin. Il ne savait pas. Et la pharmacie? Non plus. Je lui ai dit de s'approcher d'une fenêtre, de regarder s'il n'y avait pas une pharmacie sur la place où habitait son père. Il me suppliait encore de ne pas raccrocher, de rester avec lui. Bien sûr que je n'allais pas raccrocher. Je commençais à me demander si je n'allais pas devoir le faire tout de même pour appeler les secours. Mais ce qui semblait compter pour lui à ce moment-là était que je reste au téléphone, près de lui, que je le rassure. Ce n'était pourtant à première vue qu'un accident de trottinette sans gravité. Il avait 12 ans, il était très endurant et très turbulent. Il avait déjà fait des chutes autrement plus inquiétantes. Il voyait une pharmacie et oui, il allait descendre et s'y rendre à condition que je ne raccroche pas. Je lui ai promis, et si jamais ça coupait, il a crié non, si jamais ça coupait, je le rappellerai immédiatement. Il m'a fait à nouveau promettre, puis je l'ai entendu sortir, claquer la porte, descendre l'escalier de son immeuble, ouvrir et fermer la porte cochère, entrer dans la pharmacie. J'ai entendu la pharmacienne lui demander « Alors mon grand, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je l'ai entendu raconter son accident de trottinette, puis la pharmacienne, remarquant le téléphone à son oreille, lui a demandé à qui il parlait. Il a répondu à ma maman, avec sa voix de petit garçon, cette voix qu'il était en train de perdre depuis quelques mois et qui revenait comme ça, sans prévenir, de temps en temps. La pharmacienne a demandé à me parler et m'a expliqué qu'il fallait l'amener passer une radio, qu'il avait sans doute le nez cassé. Mon fils alors s'est mis à pleurer de plus belle, pourtant c'était un casse-cou. Il s'était déjà cassé la clavicule, un bras, le poignet, et jamais il ne s'était affolé à ce point. Je me suis dit que c'était parce que ni son père ni moi n'étions là, c'était la première fois qu'il tombait alors qu'il était seul. Mais déjà j'avais réussi à avoir son père par SMS, il arrivait à la pharmacie, je l'avais dit à notre fils, ne t'inquiète pas, papa arrive, il va te conduire à l'hôpital, mais ça n'avait pas l'air de le rassurer, bien au contraire. Il continuait à me supplier de rester avec lui, de ne pas raccrocher, même pendant l'hôpital. J'ai su bien plus tard qu'il n'avait jamais eu accident de trottinette, mais qu'il s'était pris une raclée. C'était la première fois, mais pas la dernière, que son père le battait.